Bonjour, je suis Séverine Olivier et je vous souhaite la bienvenue dans cette minute pédagogique consacrée au spectacle Don Juan ou le festin de Pierre, pièce de Molière mise en scène par David Bobet. Don Juan est ici incarné par l'acteur Radouane Le Flahi, découvert dans Peer Gynt, pièce de Henrik Ibsen également mise en scène par David Bobet. Il évolue dans une scénographie composée de statues monumentales déboulonnées, tombées de leur piédestal, comme dans un cimetière de figures historiques et mythologiques déchues. Des dieux oubliés, des créatures fantastiques disparues, des figures politiques aux idéologies détruites ou des personnages historiques dont on a oublié jusqu'au nom, et parmi elles, une fameuse statue de commandeur. Don Juan, séducteur, calculateur, prédateur, est épris de liberté et en opposition radicale à toute forme d'autorité, qu'elle soit paternelle, politique ou divine. À travers la mise en scène de David Bobet, actuel directeur du Théâtre du Nord, nous pourrons observer les paradoxes du personnage de Don Juan, ainsi que les symboles de pouvoir et de verticalité révélatrices de tensions politiques. Don Juan est devenu l'incarnation de multiples dominations. Ce sont précisément ces tensions politiques que David Bobet a choisi de souligner dans le texte de Molière. Misogyne, convaincu de son anticléricalisme, imbu de lui-même, Don Juan apparaît cependant comme un personnage complexe. Dans sa note d'intention, le metteur en scène écrit « En relisant Don Juan, j'ai réalisé que chaque scène qui compose cette pièce représente une chose contre laquelle je lutte depuis toujours. Don Juan est tour à tour classiste, sexiste, glottophobe, dominant. De plus, son anticléricalisme affirmé comme une vérité absolue ne peut qu'entrer en résonance avec notre France contemporaine. Dès lors, j'ai très envie de monter ce classique de Molière, de mettre mes propres principes de vie à l'épreuve de ce texte sublime du grand répertoire, et ainsi continuer mon travail de revisitation des grandes figures littéraires, historiques ou mythologiques, afin d'écouter ce qu'elles ont encore à nous apprendre. Comme ce fut le cas avec Peer Gynt, Hamlet, Roméo, Juliette, Lucrèce Borgia, Orphée, Tirésias. Autrement dit, m'emparer de cette pièce de Don Juan aujourd'hui revient à me poser clairement la question sur un plateau. Faut-il déboulonner les statues dont les histoires nous encombrent au XXIe siècle ? David Bobet met en scène Don Juan pour le contextualiser, en donner une lecture critique. Il s'agit donc d'une lecture politique qui interroge la figure du héros. David Bobet déclare vouloir faire un théâtre à l'image du monde dans lequel il aime vivre. Un théâtre qui ressemble à la société d'aujourd'hui, composé à 30% de personnes perçues comme non blanches. Un théâtre qui puisse représenter la population française et lui donner des moyens d'expression d'elle-même. Le respect de la diversité est pour David Bobet un principe d'égalité absolue, de lutte contre une culture qui, si elle ignore une certaine frange de sa population, devient absolument idéologique et excluante. Selon lui, la culture, service public, a un rôle à jouer dans le sentiment de communauté nationale, de culture commune. Il affirme que la culture dont il a hérité quand il a commencé à faire du théâtre était faite par les Blancs, pour les Blancs. Or, ma société était tout autre, affirme-t-il. Il dit avoir constaté un racisme par omission en remarquant celles et ceux qui manquaient sur les plateaux. Néanmoins, David Bobet dit ne pas vouloir se servir de Don Juan et de Molière pour ne parler que de son époque. Il précise « Sinon, j'écrirais mon propre récit, où je demanderais à une autrice ou un auteur contemporain de parler de ça. Mon propos n'a jamais été de dire que Don Juan était le symbole de l'homme blanc de plus de 50 ans, dominant, qui écrase toutes les minorités. Je ne pouvais pas réduire le personnage à cela. Donc, pour moi, ce qui était important était de me demander comment notre génération actuelle se positionne par rapport à des textes du répertoire qui contiennent des scènes ou des comportements problématiques. Comment on se positionne par rapport à cet héritage-là du patriarcat. Dans cette émission, nous verrons comment David Bobet veut mettre en scène un monde en pétrification, dans une adaptation certes, mais uniquement avec les mots de Molière. Ceci pour révéler les rapports de prédation et de domination afin de réparer les victimes et ainsi
faire résonner la pièce de Molière à la fois dans la beauté de sa langue, la finesse de son humour, mais aussi les problématiques et enjeux politiques d'aujourd'hui. Y a-t-il aujourd'hui des œuvres que l'on ne peut plus jouer parce qu'elles représentent des valeurs qui ne nous correspondent plus? Faut-il déboulonner certaines œuvres, réécrire, couper les passages problématiques? Selon David Bobet, dans Don Juan, chaque scène montre une forme de domination contre laquelle il se bat dans son travail quotidien. Il s'est agi pour lui du traitement des personnages problématiques et des pièces problématiques aujourd'hui. C'est cela qui l'a fait choisir Don Juan. Lors d'un entretien, il déclare « Comme beaucoup, j'en avais une mémoire qui datait du lycée. On m'avait alors présenté la pièce comme le symbole même de l'esprit français. L'homme à femme, le séducteur admirable, une sorte de Casanova, et puis sa dimension de libre penseur, de bouffeur de curé. Le déclencheur a été, je crois, cette question qui m'a été posée un jour à moi, antiraciste, cofondateur de Décoloniser les arts, sur ma position à propos du déboulonnage des statues. Cette question-là m'habitait lorsque je recherchais la grande pièce du répertoire à mettre en scène après Peer Gynt. Comme à chaque fois, j'esquivais Molière et je me suis dit, je suis moi-même en train de déboulonner une statue. Replongeons dans Molière. Qu'est-ce que cet auteur nous raconte aujourd'hui? Et j'ai relu. Alors, il ne s'agit de déboulonner ni Molière, ni Don Juan, mais un héritage patriarcal que pour David Bobet, le personnage de Don Juan incarne à merveille dans le texte de Molière. Il veut faire de la mise en scène pour pouvoir identifier certaines problématiques. S'il est une statue qu'il veut déboulonner, c'est celle de la domination masculine, mais pas n'importe comment. Il veut trouver les filtres politiques d'aujourd'hui pour continuer à monter ses œuvres. Le principe est de proposer un endroit de réconciliation des jeunes générations d'acteurs et d'actrices qui ne veulent plus jouer certains rôles ou certaines pièces ou s'insurgent contre la célébration dans l'espace public à travers des statues de figures controversées de notre histoire. Proposer un espace de réconciliation entre ce point de vue-là et le fait de remettre des statues à hauteur d'homme pour justement les regarder droit dans les yeux, assumer notre histoire, nous raconter notre histoire, y compris notre pire part, sans oublier de la nommer pire part. Un endroit de réconciliation entre ceux qui disent que l'on ne peut plus jouer certaines pièces et ceux qui disent « mais enfin, le répertoire, c'est la culture de France », tout en dégainant l'accusation de wokisme. David Bobet affirme « On peut continuer à faire du théâtre de répertoire, à représenter de la violence, y compris de la violence sexuelle. Simplement, on ne peut pas le faire n'importe comment. Les outils politiques d'aujourd'hui, des militants féministes, antiracistes, LGBT, ne doivent pas empêcher, mais obliger à mieux faire les choses, à traiter du ressenti des personnes que je refuse de minorer, de ridiculiser ou encore pire, que je refuse absolument d'extrémiser. Je veux me servir de ces outils nouveaux pour pouvoir interroger notre histoire et cette relation à la domination masculine. » Dans le cadre de ses recherches sur la pièce et sur la question des statues déboulonnées, il a découvert le musée de la citadelle de Spandau, aux environs de Berlin. Il déclare « J'avais une nécessité dramaturgique à monter cette œuvre sur cette question des statues pour une pièce qui met elle-même en scène la statue d'un commandeur, lui-même encombrant. Ce chemin dramaturgique-là m'ouvre le développement scénographique. L'action va se dérouler dans un cimetière de statues monumentales déboulonnées. C'est dans cette accumulation qu'on pourra collectivement se poser la question « Est-ce que Don Juan fait partie de ces œuvres déboulonnables ?» Ainsi, la scénographie est en effet constituée d'un cimetière de statues déboulonnées. Il explique « Il y a 4 énormes statues,
Une figure religieuse, celle d'Ilissos, dieu grec qui apparaissait à l'ouest du fronton du Parthénon. C'est le dieu d'un cours d'eau recouvert par l'activité humaine qui s'est tari et dont le cours n'arrive plus jusqu'à la mer aujourd'hui. Il y a Achille, une figure littéraire qui, elle, n'a pas été oubliée, mais cette statue-là est la reproduction d'une autre qui se trouve en Grèce, dans un palais construit autour d'elle et dont la construction n'a jamais été terminée. Ce palais a été racheté par un casino qui l'a décoré de multiples petites ampoules. L'établissement a fait faillite. Il est aujourd'hui à l'abandon. La troisième statue est une figure historique puisqu'elle est une copie à l'identique d'une statue équestre déboulonnée en 2020 en Colombie, celle d'un conquistador espagnol du XVIe siècle, Sébastien de Belalcázar, symbole pour les Amérindiens des violences dont ils ont été victimes dans l'histoire de leur pays. La dernière est une fusion de différentes statues de régimes politiques, Staline, Napoléon, de commandeurs ou d'empereurs romains, Néron, Caligula. C'est une fusion afin d'éviter d'être trop proche des idéologies politiques du XXe siècle et d'en donner un sens erroné. Cela renvoie à ce musée des statues déboulonnées à Berlin, le musée de la Citadelle de Spandau, qui m'a beaucoup inspiré. Et puis, il y a dans ce décor des fragments plus petits d'autres statues. Ces fragments reprennent les formes de certaines statues volontairement détruites par les hommes suite à un damnatio memoriae, ces condamnations post-mortem d'une personne illustre aboutissant à l'effacement de toute trace de son existence. Le déboulonnage des statues ne date pas d'aujourd'hui. Lors d'un entretien en septembre 2022 avec Isabelle Demeyer, attachée de presse au Théâtre du Nord, David Bobet explique qui est Don Juan pour lui. Il dit « Il n'est pour moi ni un séducteur, ni un épouseur, ni un trompeur, ni un libre penseur. Il détruit tout. Le mensonge ne l'intéresse pas, il ne cherche qu'à détruire la vérité. Le sexe ne l'intéresse pas, il ne vise que la destruction de l'amour. Comme il piétine la beauté, la morale, l'ordre, le respect, l'égalité, l'amitié, la vie, l'humanité, dans une tentative désespérée de se détruire lui-même et avec lui l'entièreté de son monde. Il n'est qu'une provocation qui n'a que trop duré, il le sait et tente de s'abréger. Mon Don Juan est une sorte de Caligula qui met Dieu et les hommes et les femmes au défi de le contrer, qui attend une preuve logique, un ordre du monde, une raison d'être. Nihiliste, il est un prédateur placé depuis sa naissance au sommet d'une pyramide qui abuse de sa position. Repousse toute limite pour mieux la détruire. Il faut sacrément croire au ciel pour le provoquer avec une telle insistance, avec une telle démesure. N'étant pas croyant, je n'ai pas besoin de recourir au fantastique du final pour arrêter ce prédateur. Nul besoin d'un Deus ex machina pour abattre Don Juan. Il s'en chargera très bien tout seul. Nul besoin de pleurer la mort du héros tragique. Il nous appartiendra de réparer les autres. Il nous faudra apprendre à aimer Sganarelle et à oublier son maître en inventant désormais des récits sans héros. En effet, Don Juan semble adopter un comportement suicidaire. Dans les choix de mise en scène et de scénographie, il a l'air de creuser sa propre tombe à force d'excès. Dans un accès de colère, il retire les lattes du plancher. Il creuse, notamment pendant la scène grossophobe avec Monsieur Dimanche, son créancier. La table du souper est une pierre tombale. Le marbre est omniprésent dans la scénographie. L'ingestion excessive de nourriture, un gâteau aux cendres, renvoie à son côté sombre et destructeur. Il mange des cendres, du sable, de la terre, des morceaux de cailloux. C'est le festin de pierre pris au sens propre. Il apparaît encore plus comme autodestructeur. Il se recouvre le visage avec de l'argile. Il se transforme en pierre, en statue parmi les statues, déchue de figures de pouvoir, de masculinité triomphante, de muscles, de guerriers, de héros. Mais toutes ces statues ont été déboulonnées ou oubliées, un paysage de champs de ruines du patriarcat. David Bobet a aimé imaginer Don Juan comme prédateur, dernier représentant d'une espèce qu'on espère en voie de disparition,
tenant d'une masculinité fossile en voie de pétrification à l'intérieur de ce cimetière de statues déboulonnées. Dans la pièce de Molière, acte 4, scène 6, Elvire, apaisée, demande à Don Juan de se repentir et le met en garde contre la colère de Dieu. Ici, point de ciel. Don Juan est au sommet de la gigantesque statue d'Ilissos, comme au bord d'un précipice, prêt à se jeter dans le vide. Don Juan se transforme en statue à la fois de l'intérieur en avalant ses cendres et de l'extérieur avec ce visage qui se recouvre d'argile. David Bobet ne voulait pas que Don Juan connaisse, comme dans la pièce, une espèce d'ascension, figure de beau parleur qui s'exprime avec panache. Je voulais qu'il soit à l'endroit de l'autodestruction depuis le tout début. Je voulais traiter ce personnage bien plus comme Caligula, comme un monstre à arrêter, parce qu'il est le tenant d'une fin de race, d'une masculinité préhistorique. Il est en train de détruire tout le système sur lequel il repose, y compris lui-même, puisqu'il est au sommet de cette pyramide. Tout le système politique dans lequel il est n'a été créé qu'à son seul avantage. Nous observons donc le délire de toute puissance d'un enfant roi. Comme Caligula, dans un monde injuste, incohérent, sans règles et sans loi, il met à l'épreuve sa liberté absolue de disposer de tout et de tout le monde, jusqu'à ce que quelqu'un, quelque chose ou le ciel l'arrête. Les choix de scénographie mettent donc en évidence un monde en voie de pétrification. Des projections vidéo sur les statues participent de cette atmosphère, de ce propos dramaturgique. Des projections de chutes de sable, d'avalanches, de ruines. De même, du sable tombe des cintres. Les statues se fissurent, se transforment en cendres, en poudre, en poussière. C'est aussi le sablier, le temps qui passe, puisque dès la première scène, Don Juan va à sa mort. Tout cela est bien plus tragique que tragicomique. C'est la représentation d'un monde en pétrification, celui du patriarcat. Ce côté sombre de Don Juan est ce qui a intéressé David Bobet. Je lui ai demandé s'il avait été marqué par une autre mise en scène de la pièce. Il a évoqué le film de Marcel Bluval, avec Michel Piccoli dans le rôle de Don Juan et Claude Brasseur dans celui de Sganarelle. Il dit s'inscrire dans cette lecture-là de ce personnage très sombre dès le début et qui avance vers sa propre mort. Mais il pense que chaque époque relie les grandes œuvres du grand répertoire avec ses propres clés politiques du moment. Il y a eu des lectures marxistes de Don Juan, des lectures laïcistes mettant en avant sa libre pensée par rapport à la religion. Aujourd'hui, ce sont les outils politiques, philosophiques et esthétiques du moment qui nous donnent à lire cette pièce comme on ne l'a pas encore lue, et à mon sens, qui nous font renouer avec ce que Molière souhaitait faire. Chad Hardy Garvey Mungondo, qui joue le rôle de Sganarelle, chante en monokituba, une langue vernaculaire du Congo. Il chante des petits passages de Molière qu'il a traduits dans sa langue maternelle, notamment la tirade d'ouverture sur le tabac. Pour David Bobet, il incarne à merveille la drôlerie du personnage en faisant résonner le côté tragique de Sganarelle et pas simplement son côté bouffon. Ainsi, le texte de Molière résonne encore différemment. Et d'ailleurs, même si ce ne sont que les mots de Molière que l'on entend, David Bobet précise dans un entretien « Je n'ai changé qu'un seul mot. Dans le monologue d'entrée, j'ai remplacé le mot tabac par théâtre. Parce qu'au cours de mes recherches, je suis tombée sur le travail du philosophe Paul Audy. J'ai appris, grâce à lui, qu'à l'époque de Molière, la grande question autour du tabac était de savoir si c'était un remède ou un poison. Or, il y avait le même débat sur le théâtre, notamment suite à la condamnation du Tartuffe. Est-ce que le théâtre est un poison pour l'âme ou un remède ? Et si on change le mot tabac par le mot théâtre, alors on se met à entendre ce que les spectateurs et spectatrices de l'époque entendaient avec une grande évidence,
Dans cette introduction, Molière répondait à ses accusateurs, tenait propos sur son théâtre et ce, de façon brillamment déguisée. Les personnages de Charlotte et Pierrot parlent non pas en patois, mais en mandarin. Jin Xuan Mao incarne à la fois Pierrot, Mathurine, c'est-à-dire la seconde paysanne de l'acte 2, l'Aramée, un spadassin, homme d'épée, et le commandeur. Cet acteur est chinois, parle le mandarin. Or, David Bobet se demandait comment traiter l'étrangeté de la langue et se refusait à faire jouer la scène en faux dialecte, en faux patois du XVIIe siècle, qui ne serait fait que pour se moquer de façon classiste des pauvres ou des paysans. Il s'agissait de traiter l'étrangeté pour signifier la situation de violence posée par Molière. Un noble arrive dans un milieu qui est autre, qui lui semble ridicule et se comporte comme un porc. Alors, Jin Xuan Mao et Xiao Yi Liu créent sur scène ce couple Pierrot-Charlotte. Si David Bobet fait une adaptation, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit du texte de Molière et uniquement du texte de Molière. Dans un entretien, il explique « J'ai travaillé une adaptation assez fidèle à la structure narrative. Quand je monte une pièce du répertoire, je n'écris jamais rien moi-même, mais je me permets de faire du montage à l'intérieur et de déplacer certaines phrases, répliques ou scènes. Je n'ai opéré, par l'art de la coupe et de la juxtaposition, que des glissements de sens, mais ce ne sont que les mots de Molière. » Dans la mise en scène, l'humanisation des autres personnages permet de faire ressortir la violence de Don Juan. La féminisation, notamment du père de Don Juan, participe de cette humanisation. Ainsi, c'est la comédienne Catherine de Witte qui incarne Don Louis, le père de Don Juan, ce qui éclaire le texte autrement. David Bobet explique au sujet du texte de Molière. Le discours du père dans la bouche d'un père me donne à voir un personnage qui m'est absolument antipathique. C'est un discours patriarcal dans la bouche d'un père. Donc, la loi à laquelle il rappelle Don Juan, quand c'est un père qui le joue, est une loi qui m'est aujourd'hui insupportable. Patriarcale, familialiste, traditionnaliste, avec le poids de la morale, du devoir d'un fils vis-à-vis de son père, alors je n'entends pas quelqu'un qui règle son compte à Don Juan, au contraire. Alors ici, le père devient une mère. Il s'agit du même texte, mais dans la bouche d'une femme, il sonne différemment. Si c'est une mère qui prend en charge ce texte et qui dit à Don Juan la honte de l'avoir fait naître, ce n'est, selon David Bobet, pas un rapport moral à cette honte, mais quelque chose de bien plus puissant, violent et destructeur pour Don Juan. Ainsi, dans la bouche d'une femme, David Bobet peut entendre ce discours précisément parce que ce n'est pas un discours patriarcal, alors que pas un mot n'est changé. Il affirme « La mise en scène peut, par des petits jeux de glissement, respecter un texte et le donner à entendre autrement pour qu'il soit audible au XXIe siècle. » La mise en scène, pour David Bobet, peut permettre de descendre un personnage de son piédestal, de débarrasser Don Juan de cette espèce de tradition de valorisation du comportement de prédation, fruit de décennies de mise en scène par des hommes qui n'y voyaient aucun problème. Des décennies d'apprentissage dans les lycées de la figure de Don Juan comme symbole de l'esprit français, du beau parleur, du briseur de cœur, somme toute très valorisé. Un Casanova, le séducteur de Séville. Or, pour Molière, il n'a jamais été le séducteur de Séville, mais le trompeur de Séville. Et c'est suffisamment clair dans ce qu'il fait faire à son personnage et dans ce qu'il dit de lui, notamment dans la bouche de Sganarelle et de quasiment tous les personnages, pour comprendre, selon David Bobet, que Molière dénonce le prédateur. Pour lui, la mise en scène doit pouvoir révéler cela. Il s'agit donc de retrouver le texte à l'os, non pas dans son interprétation, mais dans sa révélation de la prédation.
et, par la mise en scène, se débarrasser des situations problématiques en les inversant, en retirant le piédestal du personnage principal pour porter attention aux victimes. Selon David Bobet, la mise en scène doit donc offrir des outils critiques pour la lecture de l'œuvre en s'intéressant davantage aux personnages secondaires qu'aux héros. Dans la pièce de Molière, Pierrot se fait tabasser et Don Juan séduit les paysannes Charlotte et Mathurine. David Bobet dit que ça non plus, il ne pouvait pas le faire aujourd'hui. Je ne peux pas demander à une actrice de jouer Mathurine, un rôle presque muet, dans lequel elle répète « Oh monsieur, s'il vous plaît », puis se fait tripoter pendant 3 secondes 12 pour sortir du plateau et qu'on n'entende plus parler d'elle. Alors, le metteur en scène choisit de développer le rôle de Pierrot en faisant aussi incarner le rôle de Mathurine par l'acteur Jin Xian Mao. Il ne s'agit pas pour lui d'évoquer une quelconque bisexualité de Don Juan, mais sa violence, sa capacité à instrumentaliser les individus, quel que soit leur sexe, l'utilisation de sa puissance sexuelle pour dominer. Ainsi, ce n'est pas juste un aristocrate qui arrive dans un milieu paysan et se sert de 2 femmes pour essayer de les violenter, mais un personnage de Don Juan qui, du haut de sa domination, entre dans un couple, vient détruire l'idée même de couple, de beauté, de poésie, de manière intrusive et dévastatrice. David Bobet déclare donc que pour lui, il était important que ces paysans soient les plus beaux personnages de la pièce. Pour Don Juan, tous les corps sont consommables, indépendamment du sexe. Dans la mise en scène de David Bobet, acte 4, il embrasse à pleine bouche le personnage de Monsieur Dimanche, son créancier. Ce moment, à la fois prédation et humiliation, est très violent. C'est une provocation absolue. Il s'agit de détruire le personnage qu'il a en face de lui. Selon le metteur en scène, Don Juan a un rapport de prédateur à peu près tout, et ce n'est pas que sexuel. Il se souvenait de son rapport de prédation aux femmes. En relisant l'œuvre, il a découvert à quel point ce rapport de prédation se situait à un endroit politique, social et concernait autant les hommes que les femmes. L'acteur Grégory Miège incarne 2 personnages, Monsieur Dimanche, d'une part, et le pauvre, d'autre part. En explorant le rôle de Monsieur Dimanche, le comédien a fait une proposition de jeu sur la grossophobie. Alors le texte se révèle. « Oh ça, Monsieur Dimanche, sans façon, voulez-vous souper avec moi ?» Ou encore « Embrassez-moi donc !» Molière, Don Juan, acte 4, scène 3. La nourriture occupe une place très importante dans cette scène. Cela participe de l'humiliation. David Bobet a d'abord été mal à l'aise avec cette proposition de l'acteur. Il refusait d'instrumentaliser son corps pour faire propos sur la violence. Mais l'acteur Grégory Miège lui a signifié que cette humiliation grossophobe, il la connaissait au quotidien. Alors, quand au plateau, il montre l'humiliation, il s'agit d'abord d'un travail d'acteur qui ne veut pas être amputé de sa responsabilité à faire sens de son propre corps. Cela répond aussi à la question de la diversité. David Bobet dit avoir pris conscience du fait qu'il y avait la même violence à assigner quelqu'un en raison de sa couleur de peau, de son accent ou de son état de corps, que de priver quelqu'un de son autorité sur son propre corps et sur le sens qu'il veut lui donner. C'est le cas pour tous les personnages, car même si leurs origines n'ont pas prévalu à leur embauche, sur le plateau, chacun se sert de sa spécificité pour faire sens. Par exemple, Charlotte, incarnée par Xiao Yi Liu dans la scène 2 de l'acte 2, quand Don Juan passe en revue les différentes parties de son corps et lui dit notamment « Ouvrez vos yeux entièrement ». Puis, la révélation d'une scène de viol qui n'est pas dans le texte, mais qui renvoie à la violence de la prédation. L'érotisation du corps asiatique, forme de racisme, révèle ici cette violence. Le viol n'est pas représenté, mais il est suggéré, notamment par la danse et par une scène entre Charlotte et Don Juan se déroulant hors champ, au lointain. Dans le texte de Molière, Charlotte répète « non » à de multiples reprises. Don Juan insiste
Aujourd'hui, cela résonne avec la question du consentement. David Bobet affirme que ce viol, ce crime, il fallait le montrer ou du moins l'expliciter pour pouvoir le dénoncer. Il précise: la difficulté est de le montrer sans l'esthétiser, sans le banaliser et sans l'érotiser. Une ellipse temporelle permet de ne pas montrer ce viol, mais de bien faire comprendre que c'est ce qui a lieu. De la même manière, le fait que Grégory Miège, incarnant Monsieur Dimanche, ait décidé d'utiliser son propre état de corps pour révéler la violence en fait une scène d'humiliation. Cela permet de ne pas traiter ou servir ce que David Bobet appelle le côté chien de Molière. Selon lui, Molière aurait un côté chien et un côté loup. Son côté loup s'attaque à tout le monde et à toutes les classes sociales. Son côté chien est la voix de son maître, proche de la royauté, de l'aristocratie. Il faisait régulièrement des scènes pour flatter l'aristocratie, exprimant le fait que les bourgeois sont des cochons qui n'ont que l'argent à la bouche, sont incapables de parler, tandis que l'aristocratie est douée pour manipuler le bourgeois. David Bobet précise qu'il a donc fallu être créatif et trouver un traitement de cela. Grégory Miège, l'acteur qui joue Monsieur Dimanche, incarne aussi le personnage du pauvre, qui apparaît acte 3, scène 2 de la pièce de Molière. Pour rappel, Don Juan et Sganarelle demandent leur chemin à ce pauvre. Don Juan exige qu'il blasphème en échange d'une pièce d'or. Le pauvre résiste, puis Don Juan la lui donne et s'élance au secours d'un homme, Don Carlos, attaqué par 3 autres. Dans la mise en scène de David Bobet, la relation de pouvoir, de rang social, semble étrangement inversée. Ce pauvre semble moins humilié que le personnage de Monsieur Dimanche. Un traitement du son provoque une légère réverbération de la voix du pauvre pour la rendre un peu fantastique. Cela installe une inquiétante étrangeté qui sonne déjà comme un avertissement pour Don Juan. David Bobet explique qu'il s'est débarrassé du fantastique, du surnaturel dans cette pièce. Ainsi, ce n'est pas le commandeur qui tue Don Juan. Toujours dans un processus de vengeance et de réparation, la ramée, un spadassin dans la pièce de Molière, est jouée par Jin Xian Mao, l'acteur incarnant également Pierrot, Mathurine et le commandeur. On lui a donc proposé le mariage et il s'est engagé au service de Don Juan pour jouer la ramée. Il utilise le micro à vue pour interpeller Don Juan. David Bobet précise qu'il se débarrasse donc du fantastique, du surnaturel. Il décide sciemment de ne pas traiter le rapport au ciel. Il ne coupe pas le texte, mais il n'appuie pas dans la mise en scène le rapport à la religion, à la libre pensée. Mais le seul endroit où il se permet le fantastique, c'est dans cette scène du pauvre. Il explique: je trouve que dans cette scène, qui pourrait paraître très anecdotique, il y a une dimension allégorique. Derrière le pauvre se cache une forme de divinité. Comme je me débarrasse du commandeur, je voulais que le pauvre ait presque la stature du commandeur. Ce pauvre est une statue colossale parmi les colosses, avec un corps complètement sublimé par la lumière. C'est un même corps d'acteur qui joue le pauvre et Monsieur Dimanche, mais nous ne portons pas le même regard sur lui. Le pourpoint de Monsieur Dimanche contribue au statut social du personnage, mais aussi à son engoncement. Même impression d'inversion de rang social avec les rôles de Pierrot et de la voix du commandeur, portés par le même acteur, Jin Xian Mao. Pierrot, ici, prend sa revanche. C'est lui qui fait la voix du commandeur. David Bobet choisit que le jugement de Don Juan arrive depuis l'endroit du peuple, et non pas depuis l'endroit d'un dieu, d'un commandeur ou d'une figure de pouvoir, d'autorité et de patriarcat. Il s'agit toujours du même processus: retirer les socles, les piédestaux des statues, les remettre à hauteur humaine, les regarder droit dans les yeux et les juger depuis l'endroit du peuple. Pas besoin d'un ciel, d'un dieu ou d'un père pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal.
Cela participe du processus de mise en scène consistant à réparer les victimes. Pierrot, qui s'est fait taper, violenter, aussi sexuellement quand il joue Mathurine, qui a été engagé au service de Don Juan, le menaçant de le battre quand il aura fini de souper. Là, ça raconte autre chose, puisque c'est le même personnage qui joue ça. Alors, que ce soit lui qui soit en charge du jugement et que Charlotte puisse exercer sa vengeance, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la revanche des victimes. En faisant descendre Don Juan de son piédestal, en s'intéressant davantage à Sganarelle qu'aux héros, en s'intéressant plus aux victimes du prédateur, il s'agit donc pour David Bobet de donner un espace de justice, de trouver le moyen de faire réparation. Ainsi, le choix de ne pas traiter le personnage de Charlotte comme une paysanne idiote, incapable de parler d'amour, de parler tout court ou même de parler français, est délibéré. Plutôt que de couper cette scène représentant à la fois la misogynie et la glottophobie, le metteur en scène affirme que ses outils politiques doivent le rendre créatif. Il se doit de trouver le moyen de jouer cette scène pour que ce soit audible aujourd'hui. Ainsi, la scène des paysannes est traitée. Le rapport d'étrangeté de la langue y est conservé. Don Juan vient faire prédation comme un colon qui descend dans un milieu de sauvages et se sert des deux femmes, mais il s'agit de protéger les victimes en ne s'interdisant pas de montrer la violence et la prédation, au contraire, la nommer, la pointer du doigt, la révéler, la mettre en lumière, mais aussi s'intéresser au parcours et au devenir de Charlotte. Qu'elle ne soit pas un des milliers de personnages féminins qui sont violentés, qu'on abandonne et que tout le monde oublie. En effet, dans la pièce de Molière, le personnage de la paysanne Charlotte apparaît dans l'acte 2 et disparaît ensuite. Dans sa mise en scène, David Bobet décide de donner un parcours à ce personnage dans la suite de l'histoire, jusqu'au point de réparation qui passe par la vengeance. Avec vos élèves, il peut être intéressant d'insister avant le spectacle sur la lecture de certaines scènes afin de mieux comprendre les glissements opérés par David Bobet pour éclairer la pièce autrement. Ainsi, dans la pièce de Molière, acte 2, scène 4, Don Juan joue un double jeu et tient un double discours à Charlotte et Mathurine, ayant promis le mariage à chacune d'elles. Sa parole est à la fois séductrice et manipulatrice. On pourra visionner différents choix de mise en scène quant à ce moment instaurant un rapport de rivalité entre les deux personnages féminins qui, à aucun moment, ne remettent en question la parole de Don Juan. Cet aspect est notamment intéressant à étudier dans le cadre du programme de spécialité Humanité, Littérature et Philosophie concernant le thème sur les pouvoirs de la parole. On pourra par exemple se pencher sur le film de Marcel Bluval ou encore sur la mise en scène de Daniel Mesguich, entre autres. Après le spectacle, on pourra échanger avec les élèves sur les enjeux et le sens des choix de mise en scène et de distribution. Mathurine n'est pas à proprement parler incarnée. Certains personnages sont comme fondus les uns dans les autres pour mieux révéler les rapports de prédation et mieux mettre en scène la vengeance des victimes qu'il s'agit de réparer. On pourra donc interroger la réception des élèves quant au fait que Pierrot et Mathurine se fondent en un seul et même personnage. De la même manière, on pourra lire et voir différentes représentations des scènes entre Don Juan et son père, Don Luis, notamment la scène 4 de l'acte 4 de Molière, où Don Luis reproche à son fils sa conduite immorale et le met en garde contre la colère de Dieu. On pourra interroger les élèves quant à ce personnage parental incarné par une femme. Dans la mise en scène de David Bobet, c'est bien de la mère de Don Juan qu'il s'agit et plus de son père. Le texte est le même, mais on pourra étudier les glissements de sens qui s'opèrent par le changement de sexe de ce personnage. Enfin, en comparant différentes mises en scène, on pourra étudier
comment le surnaturel, le rapport au divin sont représentés précisément pour mieux mesurer le choix délibéré de David Bobet d'écarter, ou du moins de ne pas appuyer ce rapport à la transcendance et au religieux. Avant et ou après le spectacle, les élèves pourraient choisir d'incarner différents personnages de la pièce afin de mettre en scène le procès de Don Juan lors de travaux d'improvisation. Cela pourrait permettre de révéler les rapports de domination, mais aussi la volonté de réparation des victimes chères à David Bobet. Dans les ressources pédagogiques consultables sur la page du spectacle, vous trouverez un dossier pédagogique de Fabrice Simon, professeur missionné au Théâtre du Nord, un lien vers le teaser du spectacle, un lien vers l'émission Côté Culture de France Bleu Nord, dans laquelle Juliette Delannoy s'entretient avec David Bobet, ou encore un lien vers un reportage d'Arte TV sur la pièce. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Un grand merci au Royal Hainaut pour son accueil dans sa chapelle. Un grand merci à David Bobet, metteur en scène, d'avoir accepté de s'entretenir avec moi pour préparer cette émission. Je vous souhaite à tous un très bon spectacle.